Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la prise de hauteur et de la prise de recul pour s'intéresser au monde de 2030. Maîtriser les enjeux qui feront le monde de demain. C'est un ouvrage collectif publié aux éditions Duno, écrit par les économistes de BSI Economics et qui s'intitule 12 clés économiques pour aborder 2030. Je pense qu'au moins une quinzaine d'économistes ont participé à l'écriture de cet ouvrage qui a été coordonné notamment par Victor Lequillerier, qui est à mes côtés en plateau, économiste et président de BSI Economics. Bonjour Victor. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. L'autre coordinateur, je le cite, c'est Mathieu Aubertelli. Et puis voilà, je le dis, il y a au moins une quinzaine d'économistes qui ont participé à cet ouvrage. Un mot quand même pour redonner la place de BSI Economics, j'allais dire, dans le débat public, puisque c'est une organisation qui existe depuis plus de 10 ans maintenant, Victor. Ouais, effectivement, on a fêté nos 10 ans. On a un centre de réflexion économique et financier indépendant. On réunit des économistes du secteur privé, du secteur public, du secteur institutionnel, académique, et on essaie de proposer au grand public, aux décideurs, des analyses qui sont du coup en libre accès sur notre site et aussi du coup avec des ouvrages régulièrement qu'on publie maintenant tous les 2 ans et demi environ, donc un nouvel opus qui on espère va attirer l'attention et que ça va intéresser. J'ai oublié la clé de BSI. Brainstorming Initiative, c'est ça au départ, exactement, c'est ça. Voilà. J'avais oublié ce que ça voulait dire, effectivement, je l'ai retrouvé sur votre site. Alors il y a 7 grandes expertises sur lesquelles les économistes de BSI travaillent, c'est budget et fiscalité, conjoncture, finance et marché, industrie, société, environnement, énergie, agriculture et alimentation. Quel a été l'objet de cette démarche qui a conduit à la publication de cet ouvrage, donc je le rappelle chez Duno, 12 clés économiques pour aborder 2030. Pourquoi 2030 ? À qui s'adresse cet ouvrage et comment est-ce que vous avez fait le choix sur ces 12 thématiques ou enjeux qu'il fallait sélectionner, Victor? On a bien constaté que les débuts des années 2020 sont pas forcément bien débuté avec la crise du Covid, la répercussion de la crise en Ukraine. Donc on avait cette impression qu'on était un peu à un point de bascule. Et en fait, ce point de bascule nous a donné envie de dresser un peu un état des lieux et en même temps de se projeter, offrir en fait des clés de compréhension au grand public, mais aussi aux décideurs sur des sujets qui nous semblaient clés et toujours avec ce qui est un peu l'objectif et de BSI, de faire de la pédagogie et d'essayer de se baser sur les faits, d'avoir une vision non partisane et en plus de s'appuyer sur des experts différents. C'est un ouvrage qui est collectif et l'idée c'est de réunir des gens qui ont une compétence, en tout cas une expertise sur un sujet donné. Et après, très rapidement, on s'aperçoit que même si chapitre par chapitre, ça peut être lu de manière indépendante, il y a pas mal de dialogue entre les chapitres. Bien sûr. Et que vraiment c'était notre volonté en fait de faire un ouvrage qui nous permette de nous dire ok, ça a mal commencé les années 2020, mais à quoi ça pourrait ressembler et quels sont les défis parce qu'ils sont très nombreux. Oui, c'est vrai, ça a mal commencé. Je crois qu'on est 4 ans jour pour jour après la baisse de taux de la Fed liée effectivement au déclenchement de la pandémie Covid. C'était effectivement en mars 2020. Bon, les thèmes qui sont traités, l'endettement des États européens, la mainmise de l'inflation, l'avenir de la politique monétaire, vieillissement démographique bien sûr, économie de guerre, la question de la Chine, on en parle dans un instant avec vous puisque c'est un des chapitres que vous avez coécrit, comment verdir la finance, décarbonation de l'économie européenne, l'économie circulaire comme solution aux défis environnementaux, sujet sur l'énergie, gaz sur l'électrique, 2035. Voilà, ça a plein gaz sur l'électrique, le télétravail, et puis il y a même un chapitre sur les crypto-monnaies, bulles spéculatives ou révolution financière. 2030, c'est quand on est économiste et qu'on veut faire un peu de prospective, oui, d'avoir un horizon qui va au-delà de 3-5 ans, c'est intéressant pour la réflexion, justement. Oui, exactement. Alors déjà, 2030, parce qu'on voit aussi qu'il y a pas mal d'objectifs en termes de transition, de mutation, on communique beaucoup sur 2030, mais même de manière générale sur des sujets structurels, ça permet de... Parce que là, on est vraiment concentré actuellement sur l'actualité, sur est-ce que l'inflation diminue réellement, est-ce que ça va durer longtemps. En fait, c'est des vieilles questions qu'on se repose, qu'on ne se posait pas avant. Et on a l'impression que les années 2020, on a à la fois tous les défis qui nous amènent en 2030 et plein de questionnements qu'on ne pensait plus se poser, qui reviennent. Et je pense que du coup, c'est une décennie assez marquante. Et bon, déjà, en économie, on a du mal à se projeter à plus d'1 an. Là, c'était ambitieux de se dire à plus de 30 ans, mais c'est de se forcer à avoir une vision prospective et pour donner un peu des clés, des indices pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là, de se voir où on en est et quelles sont les ambitions et comment, en fait, on peut y parvenir ou quels seront les obstacles à sauter. Bon, la question de la Chine, c'est la question sur laquelle vous avez travaillé spécifiquement avec Evelyne Ban, qui a écrit ce chapitre avec vous, qui est économiste d'ailleurs basée en Asie, je crois. J'ai vu dans son parcours, en tout cas, elle a une grosse expérience sur les pays asiatiques et notamment sur la Chine. Vous dites que,
pour la Chine comme pour d'autres, il y a une décennie clé, effectivement, jusqu'aux années 2030, et que le sort de la Chine n'est pas encore définitivement tranché. Il y a ceux qui nous ont éclairés sur l'idée que la Chine allait devenir, effectivement, la première puissance économique mondiale. Et puis, depuis quelques temps, notamment depuis le Covid, c'est, j'allais dire, une vraie discussion, en tout cas, qui s'est engagée entre ceux qui pensent que la Chine peut toujours devenir la première puissance mondiale et ceux qui pensent que ça deviendra de plus en plus challenging pour les prochaines années. Ouais, exactement. Et c'est vrai que déjà, en un premier temps, on a voulu un peu défantasmer le sujet de la Chine parce que généralement, en France, on a cette vision de dire « Ah, la Chine, c'est l'usine du monde ». C'est quelque chose qui existe, c'est vrai, mais c'est pas forcément que ça, la Chine. Et effectivement, comme vous le mentionnez, ça a pas mal changé ces dernières années. Et il y a tout. Enfin, quand on regarde la Chine d'un point de vue, en prenant un peu d'auteur, on se dit « Waouh, il y a tout pour que ça devienne la plus grande puissance économique ». Et là, de plus en plus, on a des signaux quand même de plus en plus négatifs. Et quand on regarde même au-delà des aspects conjoncturels, quand on se penche un peu plus de manière structurelle sur l'économie, on s'aperçoit que la prochaine décennie, les ambitions de la Chine de devenir justement cette grande puissance pourraient être contraintes ou en tout cas freinées par certains facteurs plus structurels. Et celui dont on évoque notamment dans le livre, c'est le mur de la dette. Et ce mur de la dette, il ne faut pas l'analyser comme nous, on a l'habitude de l'analyser généralement dans les pays développés où on parle beaucoup de l'endettement public. L'endettement public, là, il faut rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Malheureusement, la crise immobilière révèle des fragilités qui se répercutent notamment sur les gouvernements locaux. C'est eux qui soutiennent la croissance et c'est eux qui vont avoir déjà cette année un risque de refinancement élevé, des problèmes peut-être sur leurs équilibres publics, qui vont peut-être leur permettre de ne pas en fait déployer la stratégie qu'ils veulent mettre en place pour passer d'une économie qui auparavant était très axée sur le financement de l'économie par la dette, en faisant la promotion, notamment l'export, sur quelque chose qui est beaucoup plus ancré sur la promotion de la consommation privée. Et ce phénomène d'endettement et de spirale autour de la dette des entreprises, notamment avec derrière la question du système bancaire, dans quelle mesure ça entrave effectivement le plan de Xi Jinping qui passe par la prospérité commune, la circulation duale, l'idée qu'il y a un marché domestique qui doit prendre le relais à un moment du modèle très mercantile ou très mercantiliste qui a fait la grandeur de la Chine jusqu'à aujourd'hui. Cette question de la dette, elle est au cœur de ce sujet-là. Oui, pour nous, elle est au cœur de ce sujet-là parce que en fait, on a déjà des entreprises qui sont déjà très endettées. Et donc, à partir du moment où il y a ce cycle d'endettement, il y a nécessairement des impacts désinflationnistes qui s'instaurent dans l'économie. Ouais, parce que là, on est dans une configuration où les taux sont très bas en Chine. Bon, le scénario, c'est que ces taux-là restent très bas pour soutenir l'activité. En revanche, on sait qu'à un moment, il va y avoir une sorte de normalisation. Et à partir de ce moment-là, le phénomène de désendettement pourrait peser sur la capacité d'investissement de certaines entreprises. Et au-delà de ça, il y a cette question de la consommation privée. Là, on attend demain ou dans les jours à venir une décision, les communications sur les grands chiffres économiques. Une décision sur l'objectif de croissance. Oui, qui sera autour de 5. Mais ce qu'on peut constater, c'est que jusqu'à maintenant, la Chine, c'est les champions des politiques d'offres. Et là, on est dans une configuration, on est déjà dans une configuration de pas crise des demandes, mais une demande un peu morose. Et on sait que l'objectif, c'est de monter en gamme sur la place de la consommation privée, et on peut se demander au vu en fait des capacités actuelles de la Chine en fait au niveau des politiques publiques de vraiment en fait réorienter son modèle parce qu'elle est un petit peu au pied du mur et que la situation actuelle en fait moi, c'est ce que j'essaye toujours de véhiculer quand je parle de la Chine, c'est de dire on a un regard trop conjoncturel sur la Chine, il faut prendre du recul et s'apercevoir que la Chine n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions et que là, le test grandeur nature sur la consommation privée, c'est cette année que ça se joue, c'est l'année prochaine et pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup de recul et la question de la dette, elle joue nécessairement. Ouais. Est-ce que la montée en gamme industrielle, la sophistication même de la Chine sur le plan industriel, qui est plus à démontrer, mais il faut peut-être le rappeler aujourd'hui, quand on voit la position de la Chine sur le véhicule électrique, sur les technologies liées à la transition, etc. On n'est plus simplement dans l'usine du monde, comme vous dites, ou en tout cas une usine avec des produits de valeur ajoutée technologique aujourd'hui. Est-ce que ça peut quand même être un joker gagnant pour la Chine, dans l'idée de construire, de faire pivoter son modèle économique? C'est déjà un joker gagnant, c'est un peu ce côté dual en Chine, il y a une forte dichotomie parce qu'il y a ces performances sur le secteur auto qui ne sont plus effectivement à démontrer parce qu'il y a des chiffres qui sont extraordinaires et de manière générale quand on voit de manière beaucoup plus globale sur les nouvelles technologies et notamment qui sont liées avec la transition énergétique, on va avoir une dépendance forte le monde entier vis-à-vis de la Chine et effectivement il y a une carte à jouer et il la joue déjà que ça soit sur les métaux rares, les métaux critiques mais aussi sur des capacités de production qui sont très élevées et qui ont tendance à
à poser des questions, parce qu'on se demande quel est le positionnement de l'industrie automobile notamment, mais aussi sur tout le photovoltaïque. On a vraiment une vraie dépense de la Chine, et là, la Chine a un rôle à jouer, et c'est ce qu'on essaie un peu d'expliquer dans le chapitre sur la Chine, c'est qu'on parle effectivement de ces grandes réussites, on parle de ces exportations dont la composition change un peu, on est de plus en plus sur du haut de gamme, donc ça c'est un avantage, mais après il y a cette question de comment ça va être financé, et à partir du moment où la Chine communique de plus en plus sur oui, on veut pas se replier sur nous-mêmes, mais tout axer sur notre modèle interne, dire bah oui, mais il faudra continuer à exporter parce que sinon il n'y aura pas forcément de transition possible. Et c'est ça. Donc c'est les grands sujets de ce chapitre-là. Il y a quelque chose de défensif dans la stratégie d'exportation de la Chine aujourd'hui, presque, d'une certaine manière. Agressif, c'est même très agressif. C'est très agressif. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que cette réussite-là, on voit encore que c'est lié à quoi? À des subventions de l'offre et de la demande. Donc là, c'est une des rares politiques de demande en Chine qui est efficace, mais par contre, sur tout ce qui reste à faire, sur une réforme des retraites qui est attendue, sur tout ce qui est au niveau de la sécurité sociale, sur tout ce qui est au niveau d'une certaine taxation, notamment sur les impôts fonciers, ça peine à arriver, et ça provoque une sorte de surépargne de la population, et ça ne va pas en faveur d'une consommation qui se renforce. Surépargne d'un côté, et puis autre chiffre spectaculaire qui m'a marqué quand même, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est de voir la vitesse à laquelle les investissements directs étrangers en Chine sont passés d'un niveau record en 2021, je crois, à un niveau quasi nul en 2023. On est tombé à quelques dizaines de milliards d'euros de dollars nets d'investissements directs étrangers en Chine en 2023. Ouais, c'est impressionnant. C'est un peu cette défiance-là qu'on a en ce moment. Et nous, c'est ce qu'on essaie un peu de dire. En fait, il faut être méfiant sur certains aspects, mais sur d'autres, il faut prendre du recul et s'apercevoir que la Chine, effectivement, c'est un terreau d'opportunités impressionnant. Bon. Tous ces chapitres sont effectivement bien identifiés autour de clés de compréhension pour le monde de 2030, et le chapitre que vous avez coécrit avec Evelyne Ban, je le rappelle, celui sur la Chine, tout d'un numéro 1, point d'interrogation. Tous les chapitres ont un point d'interrogation. Ce sont des questions que vous vous posez, des éléments de réflexion que vous nous apportez à travers ce livre paru chez Duno, je le rappelle encore une fois, 12 clés économiques pour aborder 2030, ouvrage collectif signé BSI Economics. Merci beaucoup Victor, merci d'avoir été avec nous pour évoquer rapidement ces quelques clés autour de la Chine notamment. Vous êtes économiste et président du think tank BSI Economics, Victor Lequillerier, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.